C'est l'heure du bilan et il est catastrophique. Alexander Zverev est totalement passé à côté de son début de saison. On va expliquer pourquoi dans cette vidéo. Un mot également sur Ruud épatant, sur la coquinette Cerundolo et mon tacle les deux pieds décollés sur Gaudenzi. C'est le programme ceinture noire de votre nouveau digest de Miami et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec l'affreux Andrea Gaudenzi qu'on va se farcir sur les 2 prochaines minutes, donc mettez-vous à l'aise parce que ça va envoyer du bain de sang. On a donc cette nouvelle relayée par Quentin Moinet qui nous explique, contrairement à la WTA, l'ATP maintient une tournée en Chine pour 2023 malgré l'affaire Peng Shuai. Moscou, suspendu cette année, figure aussi au programme et en France on aura Metz juste entre Bercy et le Masters, donc ça va être difficile pour le tournoi de Metz et surtout ce qui nous intéresse en priorité c'est ça, la confirmation que les Masters 1000 de Madrid et Rome se joueront sur 2 semaines dès l'an prochain. On va pas y aller par 4 chemins, c'est une décision qui est totalement merdique, mais c'est pas la première que prend Andrea Gaudenzi dans ce sens-là, donc on n'est pas surpris. Ça avait été annoncé d'ailleurs il y a quelques mois et on avait commenté cette information à l'époque. Gaudenzi qui choisit de diluer au maximum les Masters 1000. Alors ça arrange qui en fait? Ça arrange les propriétaires des tournois parce qu'ils peuvent faire plus d'argent, plus de droits télé, plus également remplir les stades, même si on a vu que c'était difficile à Miami notamment, donc ça c'est clairement pensé pour faire des thunes au maximum, c'est business. Et puis manifestement il y aura maintenant les 250 sur la 2e semaine. Donc vous imaginez en conflit des 8e de finale, des quarts de finale, des demi-finales et des finales de Masters 1000 en frontal avec des 250, ça va être la mort des petits tournois. Donc l'idée c'est que ça va prendre davantage de place sur le calendrier, ça va empiéter sur les tournois intermédiaires et sur les petits tournois, mais l'ATP c'est très clair pour eux. En fait, vu qu'ils gèrent pas les grands chelems, ils essayent de pousser au maximum leurs meilleurs produits qui sont les Masters 1000 et le Masters. Surtout on se souvient des propos extrêmement durs de Andrea Gaudenzi par rapport au circuit Challenger et également au circuit futur, donc les circuits intermédiaires préparatoires au circuit principal. On se souvient de cet article, le patron de l'ATP créait un bad buzz pour ses propos dévalorisant le circuit Challenger, et rappelez-vous ce qu'il avait dit, le circuit Challenger, chacun devrait pouvoir équilibrer ses dépenses et ses recettes, mais c'est un niveau qui est un peu celui de l'université. En bleu ciel, c'est un investissement que vous consentez pour ensuite aller sur le circuit principal, et là, gagner de l'argent comme un professionnel. Je ne pense pas qu'un circuit soit économiquement viable à ce niveau, ça c'est totalement effarant de dire ça pour le patron de l'ATP, tout simplement car il n'intéresse pas assez les gens, les sponsors, les diffuseurs et les spectateurs payants. On peut pas accepter ce genre de propos de la part du patron de l'ATP, c'est impossible, ça n'existe pas ça en fait, c'est n'importe quoi. Il est censé s'occuper du produit d'une manière globale et mettre en lumière ce circuit Challenger, ce circuit intermédiaire, c'est hyper important pour la survie de ce sport. Et aussi, on le rappelle, les joueurs, t'as 100 joueurs qui arrivent à vivre du tennis et les autres ils sont dans une galère totale, et c'est ce que dit également, c'était la réponse de Vasek Pospisil qui est très impliqué dans le syndicat, le PTPA avec Novak Djokovic pour essayer de rentrer en contradiction avec l'ATP. Il disait, c'est une preuve d'ignorance de celui qui est pour ainsi dire le leader de l'ATP et du tennis. On parle d'un business multimilliardaire et ce type arrive et nous dit qu'il est normal que seuls 100 joueurs gagnent leur vie. Voilà ce qui arrive quand un sport doit faire les frais d'une situation de monopole. Mais ça, vous savez, quelque part, c'est symptomatique d'une époque, c'est-à-dire qu'on se concentre sur le 1% le plus riche, celui qui fait vendre le clinquant, le business, et puis on délaisse les autres, on délaisse ceux qui sont dans la moyenne, ceux qui essayent de vivre de ce sport. Il y a simplement un focus sur les plus riches, et moi ça me désespère parce que c'est pas comme ça que le tennis doit évoluer, doit fonctionner, et on continue à creuser les inégalités, et c'est un véritable problème là, ce qui est en train de se passer au niveau de la réforme. Il faut gueuler, il faut se positionner contre ça, c'est hyper urgent. Et on enchaîne, deuxième info dans ce côté réseau, la belle histoire Cerundolo qualifié pour les demi-finales de Miami, et justement Cerundolo il a des choses à dire sur le circuit Challenger. Il expliquait ici, le Challenger, il y a un niveau qui est très élevé, c'est très compétitif. Après le niveau sur le circuit ATP, forcément il est au-dessus, il y a une plus grande intensité, il y a un meilleur niveau de jeu global, mais il y a une fin qui anime les joueurs sur les circuits Challenger que tu ne retrouves pas ailleurs. Ça c'est plutôt intéressant comme propos. Et on a également donc cette petite histoire narrée par Rim Aboulail qui nous explique Francisco Cerundolo, numéro 103 mondial, est le demi-finaliste du simple masculin de l'Open de Miami, le moins bien classé de l'histoire du tournoi depuis Seb Grosjean en 1990. L'histoire de Cerundolo elle est complètement folle et je vais vous expliquer pourquoi. Alors on a ce tweet des excellents Tennis Break News qu'on embrasse. N'enlevons rien au talent de Francisco Cerundolo. Bon, il est passé, il a battu Greg Sport, abandon d'Opelka, mon fils qui fait un match un peu bizarre, Tiafoe qui est diminué dans le 3e set et un abandon de Sinner pour en poule. Mais j'ai compté, j'ai regardé un petit peu sa fiche sur ses matchs. Il a disputé dans sa carrière, tenez-vous bien, tout circuit confondu, 290 matchs sur terre battue, 27 simplement sur dur et 3 sur gazon, donc c'est un newbie total sur cette surface de dur. Et puis surtout, il avait remporté dans sa carrière qu'un seul match avant sur cette surface, c'était au premier tour d'Adélaïde, donc juste en bas ici. Troisième info dans ce côté réseau, un petit mot sur la précocité de Carlos Alcaraz qui a subi une transformation
transformation physique absolument hallucinante à l'intersaison. Donc je retweetais hier que j'étais toujours sous le choc de sa performance à partir de 4-2 dans la première manche contre Stefanos Tsitsipas, et on a cette stat au niveau de la précocité. Le saviez-vous? Carlos Alcaraz, qui a remporté hier soir la 5e victoire de sa carrière dans le top 10 à Miami, n'a que 12 jours de retard par rapport à Nadal, qui lui a remporté sa 5e victoire, c'était à Monte Carlo en 2005, donc on le voit, 18 ans, 10 mois et 12 jours pour Rafael Nadal, 18 ans, 10 mois et 24 jours pour Carlos Alcaraz, qui est en avance sur Federer et Djokovic. On va se garder de faire des comparaisons parce qu'elles sont tentantes à faire avec ces grands joueurs, ce Big Three. Il va creuser son propre sillon, il va développer sa carrière, il y aura peut-être à un moment donné un plateau, il a un style de jeu qui est aussi extrêmement énergivore, qui est total, c'est un tennis total, donc il faudra voir sur la répétition des efforts s'il arrive à tenir tout l'ensemble de la saison, mais en tout cas, si on ne voit pas Alcaraz au Masters, ce serait déjà en fait là, fin mars, une surprise. Au rage, au désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? C'est le coin tactique, la rencontre qui a opposé Casper Ruud à Alexander Zverev. On va en parler en long, en large et en travers. Il y a un véritable problème chez Alexander Zverev, on va le détailler dans cette analyse technique pointue, et on va commencer d'abord par les bonnes choses réalisées par Casper Ruud, et notamment le retour de service. Il a dit après la rencontre: j'avais un objectif très clair, un plan tactique en tête, c'était de retourner au maximum, faire jouer Alexander Zverev, lui faire jouer une deuxième balle, une troisième balle, une quatrième balle. Il était très confiant en ses capacités à engager l'échange, et ce qu'il a remarquablement bien fait, Casper Ruud, sur cette partie, et c'est quelque chose qu'on retrouve assez peu, je trouve, sur le très haut niveau, c'est qu'il a bloqué au maximum les retours de service. Il est à 45% au total de ses retours de service bloqués, donc soit slicé, soit juste accompagné, et ensuite avec un replacement, essayer de reprendre le contrôle de l'échange assez vite et de repousser Zverev dans les bâches. Car oui, l'idée pour Ruud, qui a fait un match remarquable, certainement l'un des meilleurs matchs de sa carrière, peut-être pas dans le deuxième set, c'était un peu moyen, il s'est relâché, il a fait beaucoup de fautes, mais sinon dans l'ensemble c'était absolument énorme, et le but pour lui c'était de reprendre le contrôle de l'échange, se mettre à 1 mètre limite à l'intérieur du court. Vous voyez un Sacha ici qui est plutôt à 3 mètres de sa ligne de fond, ce qui va lui poser beaucoup de difficultés sur le 7-1 et le 7-3, et l'objectif pour Casper Ruud c'était de se mettre dans cette position préférentielle, de distribuer avec son coup droit qui est son arme fétiche, et de pouvoir ici envoyer une merguez enflammée droit devant, mais aussi pouvoir décocher des accélérations létales en décroisé, là où le filet est le plus bas au niveau du centre du terrain. Donc Ruud vraiment qui a fait un match plein d'agressivité, plein d'allant et tactiquement impeccable. Et le truc, la tragédie cornélienne pour Alexander Zverev, c'est qu'il a plutôt fait un bon match, c'est ça le pire, il a fait un bon match au service, il a servi au total, il est à 67% de première, ce qui est au-dessus de sa moyenne en carrière qui est à 65%. Ici, il va même faire un ace sur deuxième balle, petite gourmandise de Casper Ruud qui va se décaler déjà en coup droit pour anticiper le service sur la position revers, mais Alexander Zverev qui a bien lu ça, qui a fait un super match au service, une seule double faute, 10 aces au total, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Et c'est là, c'est sur cette palette qu'on va mettre les mains dans le cambouis. On a vu deux Sacha Zverev sur cette partie, on a vu le 7-1 et le 7-3, un Sacha Zverev passif à 2 mètres, 4 mètres de sa ligne de fond, à renvoyer inlassablement sans plan de jeu, à juste essayer de grinder, mais là il s'est fait dépasser par l'agressivité de Casper Ruud qui a conquis le territoire avant lui. Et puis on a vu un Alexander Zverev dans le deuxième set qui met un 6-1 royal à Casper Ruud, qui a fait aussi beaucoup de fautes, il y avait pas mal de scories dans son jeu, et ici notamment l'un de ses coups fétiches, ligne d'épaule, on s'engage pleinement en long de ligne, il peut aussi le faire en court croisé avec un revers qui est tonitruant, et ça c'est le grand problème de Zverev depuis le début de la saison, c'est l'extrême passivité d'une manière générale. On se laisse reculer, on se laisse faire en fait, et je pense que dans son ADN il n'a pas ce côté agressif, c'est un petit peu comme Gaël Monfils, c'est-à-dire qu'il a toutes les armes pour rester à l'intérieur du court et distribuer des saucisses gigantesques, mais on a un problème avec Alexander Zverev, c'est qu'il a un élastique au cul, il faut le dire, il est aspiré par le fond tout le temps, et quand la deuxième balle ne fonctionne pas, là ça a fonctionné en plus, c'est ça le pire, il a fait un bon match plutôt, je trouve, c'est pas un non-match, c'est juste que il a cette tendance, cette aspiration vers l'arrière, il va rester passif, et ça malheureusement à ce niveau-là, c'est pas possible, tu perds contre des joueurs comme Ruud, tu perds contre des top players, et on le voit sur le début de saison, la deuxième balle qui flanche, cette aspiration également vers l'arrière, alors qu'il nous fait un deuxième semestre 2021 absolument exceptionnel, il concasse tout le monde, il bat Novak Djokovic en demi-finale des Jeux Olympiques au prix d'une remontada exceptionnelle, il est mené 1-7, un break, et
puis il se met debout sur la table, il se met là, et puis il distribue à gauche, à droite, il envoie des parpaings. Malheureusement pour Zverev, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qu'il soit capable de faire d'une manière durable, et c'est ça le souci, c'est que on va avoir, j'ai l'impression dans sa carrière, quelque chose de très sinusoïdal, où on va avoir des phases glorieuses, vertueuses, et des phases comme ce premier trimestre 2022 où il replonge en fait dans ses travers, et c'est un problème. Alors je sais pas si son staff lui communique, s'il est au courant, ou si c'est simplement peut-être des problèmes personnels, une mentalité qui est un peu déficiente, une facilité aussi à vouloir se laisser décrocher, parce qu'il y a des joueurs qui sont comme ça, qui arrivent pas à se faire violence, qui sont pas dans leur zone de confort sur la ligne, et pourtant c'est un joueur qui est si fort quand il est dans le court ou sur la ligne que il devrait jouer comme ça tout le temps. En tout cas en tant qu'observateur c'est ce qu'on se dit, mais malheureusement il arrive pas à le produire, et c'est un danger pour Sacha. C'est une grande menace je trouve, parce que les autres en face ils vont pas attendre. Là on le voit, Casper Ruud d'un 7/8 à la volée, il va envoyer des mines, lui il va avancer à 1 mètre par 1 mètre dans cet échange pour le terminer ensuite à la volée et faire le break initial dans le début de la 3e manche. Ensuite il va pas se faire débreaker, il va remporter cette partie, et je trouve que Casper Ruud lui, à contrario, il y a des progrès qui sont effectués, on l'a un peu catalogué comme joueur pur terrien, mais non, là on voit un demi-finale en Masters 1000 sur dur, donc c'est super pour lui, et puis cette progression, cet allant offensif qui a vraiment contrasté avec l'extrême passivité de Zverev qu'on retrouvera sur terre battue. On passe à la reco du jour, 2 matchs superbes à regarder ce soir, Medvedev-Hurkacz à 19h, et on aura également dans la nuit Alcaraz-Kecmanovic. Le match qui va m'intéresser moi c'est Medvedev-Hurkacz, parce que c'est pas un super match-up pour Daniil, on l'a vu en 2021, donc il se fait remontader à Wimbledon après une interruption 6-3, 6-3 dans les 2 derniers sets pour Ruby. On avait eu un match que Medvedev a entre guillemets volé, même s'il n'y a jamais vraiment de vol, ça reste du sport et c'est pas toujours le meilleur qui gagne, mais il avait carotte cette rencontre en quart de finale sur le Masters 1000 du Canada, et puis également au Masters ça avait été difficile pour Daniil, donc ça va être super intéressant à suivre. 2 très grands joueurs, Hurkacz qui serre le plomb, donc, et qui est également le tenant du titre, donc il y a beaucoup de points à défendre. On va regarder cette petite pépite en détail, on en parle demain bien sûr sur un nouveau digest. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, je vous embrasse.